printemps 1871. N'oubliez jamais cette date. Le monde entier s'en souviendra. Très juste. Et pourquoi? Il y a la guerre entre la France et la Prusse. Il y en a une presque tous les ans. La population de Paris se soulève. Et qu'aurait-elle à y gagner? La révolution bourgeoise a déjà triomphé. Non mais pourquoi, avant tout? Ce livre est paru, monsieur. Thomas Cook Et fils. Thomas Cook & Sons, agence de voyage. Dans ce mince fascicule, vous trouverez un indicateur valable pour le monde entier. Et vous pourrez y faire une découverte extraordinaire. Je vous en prie, voyez vous-même. Depuis que la Great Indian Peninsula Railway a ouvert une ligne sur le trajet Rotal-Allahabad, on peut faire le tour du monde en moins de 3 mois. N'est-ce pas fantastique? Pour l'époque... Nous avons ici une liste détaillée des lignes de navires et de chemins de fer. Oh, je crois que je vais écrire un livre là-dessus. Le tour du monde en 80 jours? Le titre, je vous remercie. Le tour du monde. Hé, oh! Je crois qu'un tel livre a déjà été écrit. C'est absurde, monsieur, parole d'honneur. Peut-être une utopie, j'en ai écrit quelques-unes moi-même, mais ceci ne peut être écrit qu'à partir d'aujourd'hui et de façon concrète, minute par minute en suivant l'indicateur. Et seulement en théorie. Il ne table pas sur des circonstances exceptionnelles. Mais sur un homme hors du commun. Il le faut caler comme une encyclopédie, le sang-froid d'un poisson. Quant à son caractère, fiable comme un chronomètre de la maison Earlshaw. Hop là, je vous en prie, voyez vous-même, hop, 10h30 à la seconde près. Nada. Enfant de la patrie. Alors il ne faut pas que ce soit un Français. Ah mon Dieu, vous avez raison, je le crains. Il faudra donc que ce soit un Anglais, un de ces gentlemen mystérieux dont l'existence est moins attestée par leur acte de naissance que par leur compte en banque. Et il a sûrement une journée ordonnée avec une précision mathématique. Ah oui, oui. Que fait-il d'habitude à 11h10? Eh bien voilà. Mary? Monsieur Fogg? Mary, quelle est la température pour un bain de pied, Mary? 86 degrés, Monsieur Fogg. Et quel degré, Mary? Fahrenheit, Monsieur Fogg. Et de qui porte-t-il le nom, Mary? Du physicien allemand Fahrenheit, Monsieur Fogg. Le physicien Fahrenheit est né en l'an 1686, enfant honnête de parents pauvres. Il a par la suite maîtrisé le cheval emballé du comte de Barnhelm, grâce à quoi il put suivre des études. De plus, Monsieur Fogg a été assez bon pour m'expliquer que son système de mesure de la chaleur comporte 212 graduations. Very well, Mary. Et maintenant, qu'indique le thermomètre Fahrenheit, Mary? 84 degrés, Monsieur Fogg. C'est-à-dire 2 de moins que ne le prescrit le règlement intérieur. N'en est-il pas ainsi? Il en est ainsi, Monsieur Fogg. Eh oui, je suis au regret de vous donner congé, Mary. J'en suis désolé. Il me peine que cela vous désole, Monsieur Fogg. Oh, moi, je suis désolé que cela vous fasse de la peine, mon ami. Il me chagrine que cela vous désole, Monsieur Fogg. Oh, moi, il me tourmente que cela vous chagrine. Ah, je suis malheureuse que cela vous tourmente, Monsieur Fogg. Et moi, il me réjouit que cela me tourmente. Vous êtes une fille douée, Mary. Je vous souhaite de vous trouver vous aussi dans l'heureuse situation de maîtriser le cheval de quelqu'un et de faire des études. Bon. Et maintenant, avant de quitter ma maison, procurez-moi un nouveau serviteur. Allez. Je vous souhaite bonne chance, Monsieur Fogg. Oui. Mais un homme aussi exceptionnel que vous a évidemment besoin d'un serviteur tout aussi peu commun. Allez-vous en trouver un en Angleterre? Ah, Damnette, vous avez raison, je le crains. Les Anglais, fils d'un empire impérissable, ne sont hélas plus bons à être serviteurs. Votre nouveau serviteur, Monsieur Fogg. Voici John Passepartout. Non, mais permettez, Jean, de Paris. Donc, Jean. Bon, soit. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent?
En somme, rien. Non, mais vous comprenez, monsieur, je suis encore jeune. J'ai été écuyer de cirque, puis chanteur ambulant, ensuite professeur d'exercice physique, et enfin, chef de corps des piquets d'incendie parisiens. Ah, intéressant. Quels incendies avez-vous allumés? Alors que monsieur m'excuse, mais la plupart du temps, je les ai éteints. Oh, eh ben, en ce cas, il serait plus approprié de s'appeler chef de corps des extincteurs de feu parisiens. N'en est-il pas ainsi? Néanmoins, le piquet d'incendie ne me déplaît pas, puisque tous les jours, au coucher du soleil exactement, il faudra allumer les lumières et le chauffage. On m'a dit que monsieur Phileas Fogg était l'homme le plus sédentaire de tout l'Empire britannique. Bien, je mets fin à ma vie de vagabond et vous offre mes loyaux services. Quelle heure avez-vous? 11h25. Ah! Apprenez, mon ami, que d'après le chronomètre d'une précision astronomique, mise au point par l'anglo-saxon de Nuremberg Heinlein et portée à une perfection presque parfaite par l'anglais Henshaw, il est exactement 11h26. Que monsieur m'excuse, le mien a pris quelques retards. Ah! L'inexactitude est inexcusable, mon ami. Néanmoins, comme j'ai l'habitude de quitter la maison à 11h29 exactement, l'exactitude m'a caché, hélas, de vous donner congé. Depuis 11h27, en cette première moitié du 2 octobre 1872, vous êtes donc à mon service. Mary vous fera part des conditions. Ah. Merci. Il est bien vivant? Ah, monsieur ne s'est jamais confié à moi. Voici le règlement intérieur. Il comporte tous les détails du service depuis 8h du matin lorsque monsieur sort du lit jusqu'à minuit lorsqu'il se met au lit. Et que fait-il entre-temps? Voici la garde-robe. Tous les pantalons, gilets et vestes sont pourvus d'un numéro. Et... et enregistré sur ce fichier, indiquant précisément pour quel jour de l'année et assorti de quel accessoire il faut les préparer pour monsieur. Vous transmettrez le règlement intérieur à votre successeur. Il est sain d'esprit? Un anglais? Éteignez le bec de gaz dans cette maison. Mourut le poète Sheridan. Rule Britannia, Britannia rule the wave. Britain's never, never shall be slain. Règne Grande-Bretagne, règne sur les flots. Jamais, jamais les Anglais ne seront esclaves. Chanta Marie avec ferveur, renvoyée. Et elle s'en alla, fière d'être britannique. Passepartout resta seul dans la villa de Savile Row. Et pendant qu'il observait cette demeure fonctionnelle et puritaine, équipée des derniers miracles de la technique, tels que l'éclairage au gaz, un téléphone et une horloge électrique, il se frottait les mains et disait avec un sourire naïf: voilà qui me plaît, un homme si casanier, un automate incarné. Eh bien, je servirai donc un automate. Entre-temps, monsieur Phileas Fogg avait posé 565 fois le pied droit devant le pied gauche et 566 fois le pied gauche devant le pied droit. Hop là. Et à midi sonnante, il poussait les portes de la salle à manger du Reform Club, un vaste édifice de Pall Mall dont la construction avait coûté pas moins de 3 millions de livres. Oui, et qu'est-ce qu'un club? Un club anglais est un endroit où se rend un gentleman après avoir quitté son lit et qu'il quitte pour se mettre au lit. Voilà. C'est au club qu'il passe pratiquement toute sa vie. Le plus souvent, il s'y repose. De quoi? Ah ben, de quoi? Du déjeuner, du dîner et de la lecture des journaux. Ah oui, les journaux anglais sont très fatigants. Parfois même mortels pour un Français. Monsieur Fogg, pour prendre son exemple, occupait sa journée entre 12h40 et 17h20 à la lecture du Times, du Standard et du Morning Chronicle. Merci mon brave. Après quoi, il posait son journal et saluait ses amis dont chacun avait jusque-là respecté la sphère d'intimité des autres membres du club. Oh, comment allez-vous, cher Fogg? Comment allez-vous, cher Stuart? Comment allez-vous, cher Fogg? Mais comment allez-vous, cher Sullivan? Oh, comment allez-vous, cher Stuart? Oh, comment allez-vous, cher Sullivan? Comment allez-vous, cher Fogg? Mais comment allez-vous, cher Flanagan? Comment allez-vous,
allez-vous, cher Stuart? Comment allez-vous, cher Flanagan? Comment allez-vous, cher Sullivan? Comment allez-vous, cher Flanagan? Comment allez-vous, cher Fogg? Mais comment allez-vous, cher Comment Ralph? allez-vous, cher Stuart? Comment allez-vous, cher Ralph? Comment allez-vous, cher Sullivan? Comment allez-vous, cher Ralph? Comment allez-vous, cher Flanagan? Comment allez-vous, cher Ralph? Merci beaucoup. Une petite partie de West. Oh, with pleasure. Oui, un bel automne, vous ne trouvez pas? Il y a de neuf à la bourse. Non, merci beaucoup. Et ils s'adonnèrent au jeu de cartes pendant 1 heure environ pour se remettre d'une aussi fatigante conversation. Après quoi, Monsieur Flanagan, qui était un incorrigible bavard, dit... Oh, combien? Cette question visait sans aucun doute la somme dérobée l'avant-veille à la Banque d'Angleterre. 55 000 livres sterling. Mais on possède le signalement du coquin? Pourquoi tout de suite des termes aussi durs, messieurs? Pour l'heure, on sait seulement que l'argent a été emporté. Ni plus, ni moins. Ce hold-up jouera un rôle important dans votre histoire, si je ne me trompe. Ah, je sais pas du tout, pourquoi? Ah, mais dites donc, c'est pas du tout une mauvaise idée. Alors vous devriez expliciter quelque peu l'attitude fort intéressante de la Banque d'Angleterre face à la perte de cette somme gigantesque. Mais avec plaisir. Oh, la Banque d'Angleterre. Pilier de la puissance britannique, pierre de touche de la morale. Ici, pas de grillage, pas de policier, rien qui puisse porter ombrage à la respectabilité du client. Excusez-moi, monsieur le caissier, mais qu'est-ce que c'est? Un lingot d'or, madame. Oh, un lingot d'or. Comme c'est intéressant, vous ne trouvez pas? Excusez-moi, mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un lingot d'or, monsieur. Oh, intéressant, vous ne trouvez pas? Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que c'est? Un lingot d'or. Ah, un lingot d'or intéressant, vous trouvez pas? Oh, pas de quoi, mademoiselle. Merci, monsieur. Oh, excusez-moi, monsieur, merci beaucoup. Hein? Monsieur le caissier. Vous disiez quelque chose, madame? J'ai cru entendre, sans doute. Et pourtant, on abusa de cette confiance. Oh, excusez à mon inattention, monsieur le caissier, mais voudriez-vous avoir l'amabilité de donner la priorité à ce monsieur? Bonjour, monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Ah, haut les mains! Et à part cela, pas d'autres souhaits? La bourse ou la vie? La Banque d'Angleterre est disposée à n'importe quelle transaction. Jugez vous-même de ce qui vous paraît plus avantageux. Si je puis me permettre un conseil, cependant, il me semble que pour vous, ma vie est moins profitable. Excusez mon émission, hein, mais ce que le caissier est judicieux. Je suis tout à fait du même avis que mademoiselle. J'estime que l'argent qui est disponible ici pour le moment vous dédommagera très largement pour la vie du caissier. Bon, à condition naturellement que vous lui portez pas un intérêt. Monsieur, excusez-moi, hein, vous avez laissé tomber quelque chose. Bon, oui, ben, je ne vous ennuie plus, je me casse. Vous faites du fou! Mais police! Police! Le caissier s'est conduit de manière exemplaire. Il a supposé, à raison, que ce comportement pouvait fort bien être une lubie d'un client au caractère romantique, dont la dignité eût pu être atteinte de manière irréparable par toute autre façon d'agir. On pourrait tout au plus lui reprocher de ne pas avoir immédiatement averti le directeur de la banque, mais il était entièrement absorbé par d'autres travaux. Mais pas quel toi, Vox, cher Ralph. Il établissait une quittance pour 3 shillings et 6 pence. On peut tout de même pas exiger qu'il fasse 2 choses à la fois. À votre avis, c'était donc un cambrioleur sous le masque d'un gentleman? Mais alors, si c'était un gentleman sous le masque d'un cambrioleur? Pour de tels cas, l'Angleterre a des commissaires de police dans tout le port. Mais le monde est bien trop vaste, cher Ralph. Il l'était, cher Stuart. Coupé. Dit Monsieur Fogg. Et ils jouèrent aux cartes pendant encore 1 heure. Puis, le volubile Flanagan se fit de nouveau entendre. Comment cela était? Le globe s'est peut-être rétréci. Notre cher Fogg a raison, messieurs. Depuis que
la Great Indian Peninsular Railway a ouvert le trajet Rohtal-Allahabad grâce à nos investissements, on peut faire le tour du globe en 3 mois. En 80 jours. Vous parlez sans aucun doute de l'indicateur de la maison Cook, mais il ne tient compte ni de l'inclémence des éléments, ni des jeux du hasard. En toutes circonstances. Ah! Et si vous faites scalper en un par un de ces Esquimaux? En Inde, comme son nom l'indique, vivent les Indiens, cher Stuart. En toutes circonstances. Voulez-vous entreprendre le voyage avec moi? Oh my God, non! S'il me faut bien croire les nouvelles selon lesquelles la Terre est un globe, personne par contre ne peut exiger de moi que je me promène sur l'autre face la tête en basse. Mais je fais un pari avec vous. J'accepte. Quel entêtement, cher Fogg. Le délai de 80 jours n'est calculé que comme temps minimum. Mais un minimum bien employé suffit à tout. Alors, il vous faudrait sauter comme une piste de bateau à vapeur en chemin de fer. Et cela avec une exactitude mathématique. Eh bien, je sauterai donc comme une puce mathématique. Vous plaisantez, cher Fogg? Un Anglais ne plaisante jamais au sujet d'un pari et de sa patrie. Roll, Britannia, Britannia rule the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Je parie 20 000 livres sterling que j'accomplirai le tour du monde en 80 jours, c'est-à-dire en 115 200 minutes. Puisque nous sommes le 2 octobre, je dois être de retour à Londres, dans ce salon, le 21 décembre à 20h45, sans quoi 20 000 livres de mon compte chez Perrine Frères vous appartiennent. Voici le chèque. Paris tenu. Quand envisagez-vous de prendre le départ? Ah, le train pour Calais part à 20h45. Puis-je donner? Il est 7 heures, cher Fogg. Ne voulez-vous pas faire vos préparatifs pour ce voyage? Mais je suis prêt à tout moment. À vous de jouer, cher Stuart. À 19h25, Phileas Fogg prit congé des honorables membres du Reform Club et leur promit de faire viser son passeport partout où il y aurait un consulat du Royaume de Grande-Bretagne de manière à faire la preuve du bon déroulement de ce voyage et après avoir bien sûr empoché le chèque. Après quoi il rentrait chez lui. Jean? Passepartout ne répondit pas. Il était étendu sur le sofa, plongé dans l'étude intensive du règlement intérieur sur lequel le maître de maison devait rentrer à Savile Row à 11h30 exactement. Jean? C'est déjà la deuxième fois que j'appelle. Ah, il est 20h15 minutes. Aussi, je ne vous en tiens pas rigueur, le train pour Calais et Douvres part dans une demi-heure. Oui. Monsieur veut nous quitter? En effet, nous entreprenons un voyage autour du monde. Oui. Ah, vous et quelqu'un d'autre? En effet, vous. Oui. C'est-à-dire tout autour? En effet, mais en 80 jours. Oui. C'est une durée appropriée. En effet, mais seulement si nous employons chaque minute, ce qui vaut bien sûr déjà pour le moment présent. Oui. Et la maison reste... En effet, emportez 2 chemises de laine et 3 paires de chaussettes, nous achèterons le reste en hausse. Oui. Des chaussures, non? Ah, en effet. Ah ben non. Non, nous ne voyagerons que très peu à pied ou pas du tout. Eh ben c'est bien, mon ami, vous pouvez disposer. Oui. En effet. Ah, monsieur Phileas Fogg est l'homme le plus sédentaire de tout l'Empire britannique. Et mon maître est devenu fou. Ou bien était-ce une mauvaise plaisanterie? Mais oui. 2 chemises, 3 paires de chaussettes, de l'humour anglais, pas sans rire. Il part tout simplement pour la France. Passepartout, tu vas perdre ta belle tranquillité, mais en échange, tu vas revoir ton pays. Allons, enfants de la patrie. Prêt? Oui, monsieur. Prenez ce sac, mon ami, et ce petit livre. Prenez-en soin comme de la prunelle de vos yeux. C'est pour moi? Non, c'est pas pour vous. Prenez-en soin comme de la prunelle de vos yeux. Thomas Cook et fils, le premier indicateur mondial. Mais ce sac est léger comme une plume. Mais oui, mais les 20 000 livres qu'il contient sont en billets de banque. Dit Phileas Fogg, une calèche appelée au moyen d'une clochette les conduisit rapidement.
Tenez, prenez cela, ma brave femme. Je suis sincèrement réjoui de vous avoir rencontré. Oh, mais alors ça, je ne l'oublierai jamais, monsieur. Oh, monsieur Fogg. Et Passepartout sentit s'humidifier ses yeux. Oh, son maître avait trouvé le chemin de son cœur. Quelle horreur! Qu'est-il arrivé, Jean? Dans la précipitation, j'ai oublié d'éteindre le bec de gaz de ma chambre. Eh bien, que cela ne se reproduise plus. Il brûle à votre compte. Times! Stoddard! Morning Chronicle. Times, Phileas Fogg a quitté Paris le 3 octobre. L'Angleterre sportive se joint au Paris du Gentleman du Reform Club. Hey! 5 contre 1 contre Fogg! Lord, give me my morning chronicle. Standard, le célèbre Phileas Fogg est arrivé vendredi 4 octobre à 6h35 à Turin. La plupart des paris ont été conclus sur lui. En deuxième place, le vainqueur de la course d'Ascot l'Étalon, roi Édouard. God save the king. Oh, et 5 contre 1 contre Fogg. Times, Phileas Fogg est arrivé le samedi 5 octobre à Brindisi, juste à temps pour rattraper le vapeur Mongolia en partance pour Bombay via Suez. Oh, Lord, give me my morning chronicle. Le Morning Chronicle publie le communiqué de la Société royale de géographie sur le voyage de Phileas Fogg. Jusqu'à présent, son déroulement était une illusion d'optique. Avec les distances gigantesques en Asie, en Amérique et sur les océans, un seul retard suffit à briser la chaîne des correspondances. Oh, Lord, give me my morning chronicle et 5 contre 1 contre Fogg. Phileas Fogg a trouvé son dernier défenseur en la personne de Lord Albert Mail. Lord Albert Mail. Ce sportif chevaleresque et toujours jeune a déclaré à notre correspondant: Si cette entreprise a la moindre chance de succès, il faut évidemment qu'un Anglais la mène à bien le premier. ce à quoi nous applaudirions si Fogg n'était un dément et Albert Mail un paralytique. Et les démons et les paralytiques sont aussi de fidèles sujets de Sa Majesté. Britannia, Britannia all the way. Britons never, never shall be slain. Suez, sensationnelle métamorphose de Phileas Fogg. Dès le 7e jour, le tour du monde se termine en scandale. Que s'est-il passé à Suez? Mon nom est fixe. Détective de Sa Majesté la Reine. Je vous prie de retarder le départ d'un certain Phileas Fogg pour Londres, étant donné que j'attends un mandat d'arrêt en provenance de Londres. Bonjour, monsieur Fix. En tant que consul de Sa Majesté la Reine à Suez, j'ai des pouvoirs qui sont étendus, certes, mais qui n'en sont pas moins définis avec précision. Qu'a donc commis ce quidam? Mais il n'a pas quitté sa cabine à bord du Mongolia, monsieur le consul. Je n'y connais pas de loi qui interdise à un sujet de Sa Majesté à quitter la cabine d'un navire s'il n'en ressent pas le besoin. Il ressemble de toute évidence à un homme recherché par la police. Je ne connais pas non plus de loi qui interdise à un citoyen de Sa Majesté à ressembler à quelqu'un. Son serviteur m'a dit tout à fait par hasard où il pouvait obtenir un visa britannique pour le passeport de son maître. Je lui ai dit que son maître devait prendre lui-même la peine. Oui, disposez-vous d'un rideau ou d'une armoire? Dit-il procéder sont étrangers au corps consulaire, monsieur? Cher consul, un proverbe anglais dire « Right or wrong, my country ». Traduction, à raison ou à tort, ma patrie d'abord. Roll, Britannia, Britannia. Bonjour, monsieur le consul. En tant que sujet de Sa Majesté la Reine, je vous prie de m'établir un visa, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Fogg. En tant que consul de Sa Majesté la Reine à Suez, je les tiens pour superflu. Ah oui, mais cependant, j'ai besoin de votre visa, consul. Je voudrais seulement attirer votre attention sur le fait que la formalité du visa n'est pas nécessaire dans les ressorts des possessions britanniques, monsieur. Oui, mais votre visa doit me servir comme preuve de mon passage du canal de Suez. Ah, et avec grand plaisir, monsieur. Un buste intéressant, hein, qui est-ce? Ferdinand de Lesseps, messieurs, le bâtisseur du canal de Suez. Mon ami Ferdinand, mais... Oh, mais comme il a changé. Suez est un endroit plein de charme,
monsieur, je vous en recommande le visite. Je vais tout de suite en charger mon serviteur. Merci beaucoup. Au revoir, consul. Monsieur Tom est un gentleman, cher Fix. Ce gentleman, cher consul, a dévalisé la Banque d'Angleterre il y a une semaine. Oh, mais que me dites-vous là? De si nobles traits. Les grands malfaiteurs ont toujours un air très noble, cher consul. Les gens qui ont les traits d'un malfaiteur, par contre, sont généralement contraints de rester honnêtes, puisqu'ils sont menacés d'arrestation à chaque pas. Les physionomies nobles doivent toujours être tenues à l'œil. C'est précisément ce qui distingue le travail d'un détective de celui d'un consul. Le vôtre de l'artisanat, le nôtre un art. Monsieur le préfet de police de Londres? Monsieur Rowan, préfet de police de Londres? Chut, en personne. Un télégramme! Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah ben, il est des lieux où on ne la porte pas sur soi, facteur. Dans ce cas, je dois ramener le télégramme à Suez, où vous pourrez le chercher tous les jours jusqu'à 16 h. Le règlement autorise pourtant la preuve d'identité par d'autres personnes, facteur. Monsieur le préfet, participe ici. Chut, alors je parle. Participe ici quotidiennement à des rencontres philatéliques. Ce qui vous sera également confirmé par les témoignages de Mesdemoiselles Bibi. Fifi. Lily. Et Fifi. Oui, Fifi. Mais ceci est un télégramme strictement confidentiel, dans lequel l'agent secret Fix requiert poste restant à Suez un mandat d'arrêt contre le cambrioleur Phileas Fogg. Ah, grand Dieu! Mais vous ne vous sentez pas bien? J'ai misé toutes mes économies sur ce Fogg. Ah, grand Dieu, moi aussi. Ah, grand Dieu, moi aussi. Oh, grand Dieu, moi aussi. Et maintenant, ladies and gentlemen, la toute dernière chanson sur le voyage autour du monde pour les petites soupes de la Bank of England. Mr. Phileas Fogg fait l'effet d'un chat. 3, 4. Quel étrange voyageur que Monsieur Phileas Fogg, avec son indicateur coûte et son vieux Havelock, que lui emporte Venise, la mer morte. L'Égypte, les pyramides. Faut pas les paris, là qu'il court. C'est pour cela qu'il court. C'est pour cela qu'il court. C'est pour cela que je cours. Moi aussi! Pour douter du cran de monsieur. Phileas Fogg. Tout le monde retient son souffle en frémissant. Les lords et les truands croisent esprit et grands as. Pour ce pauvre Sir Phileas. Pour ce pauvre Phileas. Pour ce pauvre Phileas. Pour ce pauvre Phileas. Non, pardon, c'est qui, Phileas? Il accomplira de grands tours de force en Havelock. Et si les sauvages? Ils sont passe-partout. Allez les capturer. Pour en faire un ragoût. On se t'en doutait du cran de Monsieur Phileas Fogg. Il accomplira de grands tours de force en Havelock. Il accomplira de grands tours de force en Havelock. Poursuivi par Fix, accusé de cambriolage, vous avez mis votre héros dans de beaux draps. N'est-ce pas? Mais c'est la condition préalable à tout bon roman, mademoiselle. Phileas Fogg est tout simplement un criminel. Mais autant que je sache, l'argent a été dérobé par un certain James Strand, qui le dilapide en ce moment même la paix dans l'âme à Liverpool, puisqu'il sait qu'on ne l'arrêtera que dans 2 mois. Alors. Mademoiselle, révéler la solution d'un roman policier est une incorrection tout juste digne d'un critique de journal. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Bon, bah, quoi qu'il en soit, Phileas Fogg joue au whist sur le pont du Mongolia, par lequel fonctionnaires et officiers britanniques vont à Bombay, tout heureux de ne plus avoir à prendre à Calcutta un second bateau contournant Ceylan depuis que la Great Indian Peninsula Railway a ouvert le trajet sur la ligne Rota-Lalab. L'insouciant Passepartout apprenait à connaître les charmes du voyage et le consciencieux Fix son envers. Une splendide journée, n'est-ce pas?
La mer est-elle toujours aussi malicieuse, monsieur? Ah, monsieur? Monsieur Fox, rentrez. Où vous mène ce voyage? Ah, nous entreprenons un tour du monde en 80 jours. Entre nous, je n'y crois pas, même en rêve. Sans doute, mon maître a-t-il tout autre chose derrière la tête. Est-il riche? Il y a dans notre sac de voyage des billets aussi neufs que s'il les avait fait lui-même. Vous le connaissez depuis longtemps? Non, à vrai dire, je ne suis entré à son service que le jour de notre départ. Et l'air de la mer vous réussit-il? Pardon. Je supporte plus mal l'océan Indien que la Méditerranée. Non mais réjouissez-vous! Le Mongolia abordera Bombay avec 2 jours d'avance. Mon maître a promis une récompense de 1000 livres à tout l'équipage. S'écria le détective Fix, affolé à l'idée de la provenance de l'argent qui avait payé cette accélération du voyage. Mais surtout à l'idée que la récompense de 5% que la Banque d'Angleterre avait promise pour la mise en sécurité de l'argent s'en trouvait déjà à diminuer de 50 bonnes livres. Eh oui, bon, quoi qu'il en soit, le Mongolia arriva en effet à Bombay dès le 20 octobre. Monsieur Fogg avait déjà 2 jours d'avance dans le premier quart de son voyage. Et dès son arrivée à la gare, il commanda une giblotte de lapin à la Bombay. Et Passepartout s'en alla pour sonder les mystères de l'Inde. Pendant que Fix se précipitait au consulat. Mon nom est Fix, détective de Sa Majesté la Reine. Je vous prie de retarder le départ d'un certain Phileas Fogg pour Calcutta, étant donné que j'attends un mandat d'arrêt en provenance de Suez. Bonjour, monsieur Fix. En tant que consul de Sa Majesté la Reine à Bombay, je n'ai pas le droit de mépriser les lois. Mais cet homme gaspille l'argent de la Banque d'Angleterre, monsieur le consul. Eh bien, arrêtez-le donc, cher Fix. Ah, mais puisque je vous dis que j'ai pas de mandat. De même que je n'en ai pas pour le retenir ici. La loi et la Bible sont père et mère de l'Angleterre, inspecteur. Madame. Mademoiselle, êtes-vous tout à fait sûre que ce vertébré était un lapin? Oui, Saïb, lapin de jungle. Ah. Et n'aurait-il pas miaulé quand le cuisinier l'a abattu? Monsieur ce moment, Saïb. N'a pas miaulé, Saïb, n'a pas miaulé. Bon, eh bien, selon toute probabilité, il était muet. Mademoiselle, dites de ma part au cuisinier qu'autrefois les chats étaient considérés en Inde comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, Saïb? Non, non, mais surtout pour les voyageurs. Mademoiselle, dans 10 minutes, il y aura là une giblotte de lapin à la Bombay. En cas de refus, vous gagnez le lapin, mais vous perdrez le cuisinier. Général de brigade Sir Francisco Marty, monsieur. J'ai une certaine pratique dans le traitement de ces hindous. Bonjour mon ami, vous courez au train? Monsieur Fox, vous êtes certainement un connaisseur de l'Inde. Ne pouvez-vous pas me révéler pourquoi ces gens-là sont à mes trousses? De toute évidence, ils vous veulent quelque chose. Oui, mais quoi? J'entrais dans une espèce d'église quand ils me sont tombés dessus et m'ont retiré les chaussures. Et depuis ce moment, ils me poursuivent par monts et par veaux. Ah! Vous avez profané la pagode de la colline Malbar. Violation de coutumes religieuses en terre indienne. À présent, je reste. Je tiens mon homme. Le train de la Great Indian Peninsula Railway Company qui assure la correspondance Bombay-Calcutta partira dans 3 heures, milord.
Je crois bien que votre serviteur a dérobé l'argent et a pris la poudre d'escampette. Mais non, mais c'est un serviteur fidèle, général. Oh, seul un cheval est fidèle, monsieur. Fogg, Phileas Fogg. Fogg. Un serviteur ne l'est qu'aussi longtemps qu'il n'a pas découvert où nous gardons nos bijoux. Il est donc temps de les fouetter avant qu'il ne nous les ait volés. C'est quelque peu cruel, général. Oh, votre sensibilité vous honore, monsieur. Mais c'est justement elle qui fait vaciller l'Empire britannique. Ne nous méprisez pas, nous, les garants de sa pérennité. Oh. Monsieur, oui, j'ai été dépouillé par des indigènes. Chaque année, des milliers d'entre eux meurent de faim. Et nous n'y allons pas de main morte non plus. Et pourtant, il en reste toujours assez pour dépouiller quelqu'un. Sans vouloir vous offenser, jeune homme. Bon, bah écoutez, prenez mes pantoufles entre-temps, mais que cela ne se reproduise plus, hein, dit Phileas Fogg. Et le train de la Great Indian Peninsular Railway, conduit par un chauffeur de locomotive anglais, avec pour combustible du naphte anglais, traversa à vive allure l'Inde anglaise en longeant les champs des propriétaires de plantations anglais. Comment se fait-il que nous sommes seuls à bord dans ce train, monsieur? Eh bien, il est sans doute encore peu connu qu'une liaison vient d'être établie entre Bombay et Calcutta. Mais pourquoi sommes-nous à l'arrêt, monsieur? Ah mais... Nous roulons conformément à l'horaire, mon garçon. Le bateau aussi avait son horaire et pourtant il a suffi de votre récompense pour le raccourcir. Ah oui, mais l'horaire d'une machine à vapeur doit être scrupuleusement respecté, mon ami. Car une autre machine en provenance de Calcutta se précipite à notre rencontre et nous devons nous trouver ensemble à un point donné pour pouvoir nous croiser. Diable, pourquoi le chronomètre de votre serviteur indique-t-il seulement 3 heures? Ah, vraiment, mon garçon, mais... Bah, il est 7 heures précises. Attention, faites bien attention. Dès ce moment, l'auteur prépare un dénouement spectaculaire. Oui, dont chacun de mes romans peut se vanter. Oh, que monsieur m'excuse, mais j'ai réglé ma montre à Londres. Jean. Bon, retenez bien, Jean. L'heure change en fonction de l'endroit du globe où nous nous trouvons. Si nous voyageons vers l'Est, les jours raccourcissent d'autant de fois 4 minutes que nous traversons de degrés de longitude. Jusqu'à présent, il y en a eu 60 fois 4 égale 240, ce qui fait exactement les 4 heures qui vous manquent sur votre chronomètre de poche. Voilà. C'est trop compliqué pour ma petite tête. Si vous permettez, monsieur, je m'en tiens à mon heure. Mais à quoi te sert ton heure si elle n'est pas conforme au soleil, imbécile? Je ne sais pas sur quoi se règle le soleil. Quant à moi, je me règle sur la montre de mon maître, qui, grâce à l'anglo-saxon anglais Earnshaw, a été porté à une perfection presque parfaite. Pardonnez-lui, général, c'est une marotte inoffensive. Oh, si vous ne voulez pas gâter votre chien ni votre serviteur, débarrassez-les d'abord de toute leur marotte à coups de bâton. La bourde commise par ce garnement parisien à la pagode de Malabar Hill peut déjà vous attirer bien des ennuis. Car le gouvernement britannique, pour des raisons politiques, a pris des mesures exceptionnelles en cas de violation des rites religieux locaux. Nous sommes à l'arrêt, milord. Oh oui, contrôleur. Pouvez-vous nous dire où nous sommes? Oui, milord. Nous avons parcouru 15 000 depuis la station de Rotterdam et nous nous trouvons à présent à la station de Corby. Ah, et combien de temps restons-nous ici? Ben, cela dépend tout à fait si milord désire demeurer dans le train. Ah oui. Oh, mais bien sûr, abruti. Nous sommes tout à fait capables de réprimer notre curiosité à l'égard de 4 cabanes puantes que doit constituer la station de Colby. Dans ce cas, 3 ou 4 mois, milord. What? Pour le moment, la ligne s'arrête ici. Jusqu'à Allahabad où elle se poursuit, il nous reste 50 000 de rails à poser. Mais diable, les journaux ont annoncé l'établissement du trafic ferroviaire. Excusez-moi, milord, mais pendant mon séjour en Angleterre, où j'ai eu l'occasion d'étudier à l'université d'Oxford pour l'émergence d'une intelligentsia nationale de l'Inde, j'ai eu même fois l'occasion de constater que les journaux inclinaient à l'exagération. Malotru. À quoi te sert d'avoir gavé d'instructions si tu ne sais rien faire d'autre que caqueter? Le train s'arrête ici. Ce gentleman est pressé. Il court autour du globe. Non mais général, j'ai 2 jours d'avance, hein. Tout était prévu.
Monsieur! Monsieur, j'ai trouvé quelqu'un qui possède un moyen de transport. Bonjour, cher indigène. Non, non, monsieur. Ceci est un éléphant. Pardon. Françoise. Le propriétaire se tient un peu plus à droite. Très bel éléphant. Ah oui, belle. Allez, avance, bougeux. Tu vas nous conduire à un arabin. À mon avis, général, c'est justement les excès d'autorité qui affaiblissent l'Empire britannique. Maintenant, je préfère un accord sur une base contractuelle. Elle est enrhumée, monsieur. Ah, pas de chance. Mon ami, pardon, je suis là, voilà. Mon ami, pourriez-vous, s'il vous plaît, me louer votre éléphant pour quelque temps? Je paie 10 livres de l'heure. Montez du ciel, monsieur. Bon, 20 livres? Et vous nous gâtez les prix. Bon, alors, 40 livres? Diable, cela fait 600 livres pour 15 heures. Non, toujours. Bon, alors écoutez, j'achète l'animal. 1000 livres. Mais c'est de la folie, monsieur. Ah, en général, je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions de manière irréfléchie. 1500. Non, bon, allez, Cet homme profite de la situation pour vous plumer. bon, allez, 2000. Que désire les saïbs de mon père? Bonjour. Voilà, il refuse de nous vendre son éléphant, bien que je lui en propose une somme honnête, hein, tout compte fait. Il ne peut pas le savoir, saïb. Il est sourd et muet de naissance. N'attends pas. Eh ben, dommage qu'il ne l'ait pas dit. Entre-temps, j'ai monté mon offre à 2000 livres. Non, mais non, vous n'allez quand même pas les lui donner. Ah, mon cher Mais il vous Passepartout. vend l'animal pour le 5e. Mon cher Passepartout, un Anglais ne revient jamais sur une parole donnée. 3, 4. Britannia, Britannia rules the waves. Hop. Donnez l'argent. Si. Bon. C'est parce que c'est pas le vrai. L'éternelle énigme de l'Orient. Bon, dit Monsieur Fogg avec un flegme tout britannique, et grâce à Françoise l'éléphant, il s'enfonça dans la jungle. Contrôle des billets d'éléphant. Merci. À l'aube, il se trouvait sur la crête du massif de Vindhya, quand Françoise commença à donner des signes de nervosité. Voilà. Oh, exactement. Ah, Françoise! Que diable! Des tambours! Y aurait-il des manœuvres par ici? Le général Cromarty, fidèle au principe des officiers aux colonies, développait justement sa puissance combative par des exercices physiques. Suti! Mais que signifie ce mot, général? Sacrifice humain volontaire, monsieur. La veuve consent à se faire brûler auprès de son époux défunt. Quoi? Mais les Anglais n'ont-ils pas été capables de supprimer ces survivances barbares? Oh, je vous assure, nous supprimons pas tout et comme nous le pouvons. D'ailleurs, aujourd'hui, pour brûler quelqu'un, il faut l'autorisation du gouverneur britannique. Ah oui, mais celle-ci pleure, regardez. Mais ce sacrifice n'est pas volontaire, Saïb. La dépouille qui est à ses côtés était de son vivant le Maharaja de Bundelkhand, à qui elle avait été mariée contre sa volonté. Des pandards, monsieur, ne pouvons-nous pas la sauver? Ah bah écoutez, j'ai 12 heures d'avance, je peux les sacrifier pour ça. Hein. Et si nous leur tombons entre les mains, ils nous tortureront à mort. Oui, non, mais si nous leur tombons entre les mains, je perds mon pari. De toute façon, je n'aurai plus d'argent pour vivre. Ah, vous avez bon cœur, monsieur. Parfois, mon ami, quand j'en ai le temps. Moi, tonnerre des dieux! Si j'avais mes canons... Non, non, mais les gardes vont peut-être succomber au sommeil. Nous avons encore 6 heures devant nous. La garde dort, mais le prêtre qui enivre la victime de vapeur de chambre est encore éveillé. Votre avance est au diable, monsieur Fogg. Ah, mais il me suffit d'être à Allahabad avant le déjeuner. C'est l'aube, milord. Nous avons déjà du retard. Nous le rattraperons. Au dernier instant, une occasion peut se présenter. Oh
L'instant de sa mort est venu. Oh, je vais essayer un truc, monsieur. Peut-être sont-ils assez bêtes. Mais arrêtez, malheureux. Oh, non, écoutez, général, je ne suis pas amateur de femmes, mais je ne puis consentir à ce qu'elles soient brûlées. Oui, c'est une femme, certes, mais tout de même une hindoue. Il est strictement interdit d'allumer les incendies de forêt avec ou sans veuve. Les enfants ne doivent pas jouer avec les allumettes. Quel grand bienfait que la puissance du feu, si l'homme le garde en maître scrupuleux. Ils prennent la fuite. Eh bien, bravo, comme ça nous pourrons partir. Inutile, Milord. Nous sommes déjà à Allahabad. Ah, bah écoutez, tenez, cher contrôleur, voilà pour vos bons et loyaux services un petit bac chiche. Oh, merci. Oui. Je dois vous faire remarquer qu'une veuve non brûlée est considérée comme impure par les indigènes et finit sur le bûcher comme un chien galeux. Bon, quitte à rester ici, c'eût été préférable pour elle d'être brûlée. Bien. Oh, bah écoutez, contrôleur, désormais, c'est vous qui vous occuperez de l'éléphant Françoise. Votre Altesse me fait cadeau de toute une fortune. Ah, bah. Eh, mais c'est cela l'Angleterre, contrôleur. D'abord l'université, et maintenant Françoise l'éléphant. Si tu restes loyal, tu finiras bien chef de quelques petites gares. Oh, merci beaucoup, merci. On applaudit bien par Françoise l'éléphant. Bien. Vous occuperez-vous de la dame de Bundelkund, général? Oh, vous n'y songez pas, monsieur Fogg. J'ai bien fait tenir tout un régiment de cipoilles insurgés au bout de mes canons, mais ramener une jeune veuve à Lady Cromarty, je ne suis pas endurci à ce point. Je suis en regret de devoir vous quitter maintenant. Voici la poignée de main d'un général anglais. Oula. Salam. Passe-partout. Où suis-je? En sécurité, madame. Oh, permettez. Je suis Phileas Fogg, sujet de Sa Majesté The Queen, et voici mon fidèle serviteur Passepartout. On m'appelle Aouda. Où vais-je? Ah, c'est à ce propos justement que nous attendons vos suggestions, madame. En dehors de l'Inde. Oh, à Hong Kong. J'ai mon oncle Gigi, un riche marchand. Ah, ben s'il en était ainsi, tout se passe à merveille, car mon pèlerinage passe aussi par Hong Kong. Ah oui, monsieur. Ah non, mais mon serviteur s'occupera de tout le reste. Oh, je suis une femme honorable, monsieur. Mais votre honneur restera immaculé, madame. Monsieur Phileas Fogg et son serviteur Passepartout. Tout juste. Au nom de la reine, je vous arrête. Juste ciel, monsieur. God save the Queen. Bon, nous autorisez-vous à être accompagnés par cette dame? Pas d'objection à cela. À 8h30, vous serez présenté au juge Obadiah. Je n'en savais rien, madame. Je vous prie d'accepter mes excuses de vive voix pour l'instant. Oh, c'est donc cela une prison? Oh, mais comme c'est charmant! Oh, croiriez-vous, messieurs, que je n'ai jamais encore été en prison, hein? Allez, nous sommes pris au piège. Creuse. Et le bateau part dans 4 heures, monsieur. Mais dans 4 heures, nous serons à bord. Premier à la salle d'audience. Première cause. Accusé, la police vous guette depuis 2 jours. Elle a contrôlé tous les trains en provenance de Bombay. Minute. Mais ce n'est pas ma perruque. Ce sera la mienne, monsieur Obadiah. Monsieur Osterpouf, comment voulez-vous qu'un juge d'instruction puisse rendre une bonne sentence s'il a la perruque d'un greffier sur la tête? S'il vous plaît, je suis citoyen britannique et j'ai donc le droit... Oui, vous avez le droit, très juste. Monsieur Osterpouf, j'espère que cela ne se reproduira pas.
Mon grand-père disait déjà le droit avec ses perruques sur la tête. Mais vous, c'est plutôt sa tête qui vous manque, monsieur Obadia. Monsieur Serpouf, je vous condamne à 2 jours de prison pour outrage à magistrat. Avec grand plaisir, monsieur Obadia. C'est le seul moyen d'arriver à prendre mes vacances. L'audience est levée. Non mais, monsieur, je suis citoyen britannique. Et j'ai le droit d'être jugé immédiatement. Mais vous voyez bien, je n'ai pas de greffier. Mais qu'il aille en tôle plus tard. Monsieur Serpouf, je remets l'exécution de la peine à plus tard. Que le plaignant se présente. C'est l'artificier en chef local. Ouais, division des bûchers à veuve. Alors, le sieur Passepartout Jean et conjointement le sieur Fogg Phileas sont accusés de violation de rites religieux et de profanation d'un sanctuaire brahmanique. J'avoue. Écrivez, monsieur Serpouf, lisiblement. Bah, j'attends évidemment en contrepartie que le témoin avoue ses intentions à l'égard de cette pauvre veuve. Il voulait la brûler. Hein? Brûler qui? La veuve, et sans autorisation. En plein cœur de Bombay. Non, mais non, dans la sombre forêt d'Allahabad. Hein? Ah, mais là, il s'agit de la profanation de la pagode de Malbar Hill à Bombay. Et, comme pièce à conviction, voici les chaussures du profanateur. Ah, ce sont les miennes, monsieur. Nous avouons. Attendu que la loi anglaise entend protéger les Indes britanniques, parce qu'il faut bien qu'elle protège quelque chose ici, nous condamnons le sieur Passepartout Jean à 15 jours de prison. Vous êtes sauvé, monsieur. De plus, attendu que le maître est responsable des pensées, des actions et des actes de son serviteur par lui rétribué, nous condamnons le sieur Fogg Phileas à 8 jours de prison. Garde, emmenez les condamnés, y compris le greffier. Dans 8 jours, j'aurai seulement mon mandat d'arrêt en poche. J'offre une caution. Ah, mais c'est votre droit. Attendu que le sieur Fogg Phileas et son serviteur Passepartout sont domiciliés en dehors des Indes, nous leur imposons la caution maximale, 1000 livres chacun qui leur seront rendus après exécution de la peine. Oh, par mes pantoufles, monsieur, je préfère la tôle. Non, payez, Jean. En conséquence, je vous remets en liberté. 2000 livres, monsieur, attendu que... Non, mais comme ça, vous avez récupéré vos chaussures, entre-temps. Mon nom est Fix, détective de Sa Majesté la Reine. Je vous prie de retarder le départ d'un certain Phileas Fogg pour Hong Kong, étant donné que j'attends ici un mandat d'arrêt en provenance de Bombay. Bonjour, monsieur Fix. En tant que consul de Sa Majesté la Reine à Calcutta, je n'ai pas le droit de mépriser les lois. Ce misérable gaspille les livres comme un vrai gentleman. Bientôt, tout l'argent dérobé sera envolé. Eh bien, suivez en attendant, inspecteur. Je supporte si mal la mer, monsieur le consul. Cela est-il connu de vos supérieurs? Non, mais des malfaiteurs. Chuchota le détective. Et il monta à bord du Rangoon, un vapeur à hélice de 1770 tonnes et d'une puissance de 400 chevaux. Bien que la mer fût calme, le détective eut instantanément la sensation que chacun de ses chevaux lui labourait l'estomac de ses sabots. Passepartout se promenait sur le pont et il avait le sentiment que son impatience donnait des ailes au navire. Tandis que... Oh, monsieur Fox! Grand ciel, vous n'êtes pas resté à Bombay? Tandis que Madame Aouda, depuis 7 jours déjà, familiarisait Monsieur Fogg avec les moindres détails de sa vie. Je suis l'enfant d'une riche tribu parsie dont la peau est si blanche, voyez vous-même, que mon oncle Gigi a été anobli en Angleterre par erreur. Pourquoi ne vous ai-je pas vu à bord plus tôt, monsieur Fox? Je supporte plus mal
le golfe du Bengale que l'océan Indien. Encore plus mal. Le Maharaja de Buldenkund m'a ravi mon nom de jeune fille par la violence, mais ses forces n'ont plus suffi à m'ôter mon innocence. Mais où allez-vous en fait, monsieur Fox? Étant dit que le détective Fix feignait un malaise, dont d'ailleurs il fut pris juste après, Passepartout, dans une illumination soudaine, devina sa mission. C'est sûrement un espion payé par ces messieurs du Reform Club pour vérifier que nous ne trichons pas. Fille, mon maître et moi sommes des gens honnêtes. Et à partir de cet instant, ils ne se quittèrent plus des yeux. Et monsieur Phileas Fogg, insensible, se hâtait comme un Spoutnik autour du globe, avec l'indifférence majestueuse qui lui était propre, et ce, malgré la présence toute voisine d'une étoile assez excitante. C'est peut-être le destin qui a voulu notre rencontre, monsieur. Bon, cependant, ces charmes n'occasionnaient aucun trouble dans le cœur du gentleman. Excusez-moi, là, n'avez-vous pas l'impression que le voyage de Monsieur Fogg finit par prendre les allures d'une croisière d'agrément? Ah, vous avez cette impression? Une effroyable tempête se leva. Oh! Où allez-vous avec cette barre, timonier? Je ne sais pas, monsieur. Oh, saluez mon pays, timonier! Je n'y manquerai pas, madame. Combien de retard avons-nous, capitaine? 10 heures, monsieur. Apportez-moi l'indicateur coupe, mon garçon. Le voici, monsieur. Si vous avez l'intention d'attraper le navire Carnatic à destination de Yokohama, abandonnez tout espoir, monsieur. Quand part le prochain bateau, monsieur? Ah, dans 8 jours. Grand ciel, monsieur Fox, ça ne compte pas. Vous devez expliquer à ces messieurs qu'un orage a éclaté. Nous avons déjà 20 heures de retard, monsieur. Monsieur, Oui. on vient de me dire que cet instrument est la cause de l'orage, car il ne monte pas. Mais c'est un baromètre, mon garçon, inventé en 1644 par l'italien Torricelli, bien qu'il ne fût pas anglais. Un baromètre ne fait pas le temps, il l'indique seulement. Oui, mais là, il l'indique ensoleillé, monsieur. Ah bon? Ah bah s'il en est ainsi, tout est en ordre. Nous attraperons le Carnatic. Ah non, 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 mais nous pourrons prendre un bain de soleil. Hong Kong en vue, monsieur. Oh, le prochain bateau pour Yokohama part demain matin à la marée montante, monsieur. Ah bah ça alors. Mais comment s'appelle ce navire? Carnatic, monsieur. Oh, bah ça alors. Mais ne devait-il pas lever l'ancre dès hier? Il fallait réparer une chaudière, monsieur. Eh ben, ça alors? Bon, écoutez, voici pour vous remercier, mon brave. Pilote, nous avons heurté un phare. Ah bah ça alors. Ah bon? Oui, Tiens, Hop là. 想去哪儿？ Oui, c'est bon. Mon nom est Fix, détective de Sa Majesté la Reine. Je vous prie de retarder le départ d'un certain Phileas Fogg pour Yokohama et ainsi de suite. Bonjour, monsieur Fix. En tant que consul de Sa Majesté la Reine à Hong Kong et ainsi de suite. Mais Hong Kong est sa dernière halte où je puis procéder à son arrestation, monsieur le consul. Ah, vous pouvez y procéder partout si vous faites une demande d'acte d'extradition. Mes frais de mission sont tout à fait épuisés, monsieur le consul. Oui, disposez-vous d'un rideau ou d'une armoire? Oh, de tels procédés sont étrangers et ainsi de suite. Right or wrong, my country. Pour la traduction, voir le consulat britannique à Suez. Ah, bonjour, monsieur le consul. Je suis Phileas Fogg et j'accompagne Madame de Bundelkunt qui cherche son oncle, marchand
JJ. Oh, pour autant que je sache, Monsieur JJ a quitté la Chine il y a 1 an déjà, milady. Il s'est établi en Hollande. Oh, mon Dieu, j'adore les tulipes. Oh, il me semble tout à coup que le climat d'ici ne me convient pas. Eh bien, Jean réservera une cabine supplémentaire sur le Carnatic. Oh, vous êtes trop chou, Phileas. Oh, mais celui qui se mêle d'un sauvetage, madame, doit aussi être prêt à en assumer les conséquences. J'ai entendu dire qu'on se permettait bien des choses à l'égard des veuves. Je me porte garant de votre honneur, madame. Oh, vous êtes trop noble, Phileas. Non, quel est ce buste? Oh, le général Parker qui a vaincu la Chine dans la guerre de l'opium et acquis Hong Kong à l'Angleterre. Oh, intéressant. Il ressemble tellement à mon ami Lesseps, qui a bien changé cependant. Mais dites-moi, consul, je ne vous aurais pas déjà vu quelque part? Oh, si vous pensez au consul britannique de Calcutta, de Bombay, de Suède, c'était mon grand-père, mon père et mon fils. Oh, l'Angleterre est grande par sa fécondité. Oh, Britannia, Britannia, rule the waves. Chantèrent tout émus les 2 hommes, ne se doutant pas encore que dans un siècle, il ne resterait de ce vaste empire qu'une toute petite île. Et puis, plus rien. Hein, bah, écoutez, mademoiselle, là, vous m'obligez à m'écarter du sujet. Une tête brûlée peut être le privilège de la jeunesse, certes, mais un homme mûr doit savoir. L'apogée de la civilisation est représentée par la Révolution française, comme le prouve le voyage de mon héros. L'Angleterre, novatrice en tout lieu, va enseigner cette civilisation aux peuples les moins développés, comme je le montre dans mon livre. Voilà. Bon, et maintenant, ne dérangez plus le cours de mon imagination, car le détective Fix a attiré notre citoyen de Paris dans une fumerie d'opium. Patronne, 2 sièges et une bouteille et 2 pipes. Minute, attendez. J'aimerais parler de quelque chose avec vous, monsieur Passepartout. Un petit verre seulement, monsieur Fox. Il me faut annoncer à mon maître que le Carnatic est réparé et lève l'ancre dès aujourd'hui. Sûrement pas sans vous, hein. À la vôtre, monsieur Passepartout. Avez-vous deviné qui je suis? Oula, un petit verre seulement, monsieur Fox. Bah, bien sûr, les Parisiens sont futés. Sans aucun doute. Et l'avez-vous déjà annoncé à votre maître? À la vôtre, monsieur Passepartout. Ouais, un petit verre seulement, monsieur Sox. Non, car il serait très offensé que ces messieurs soient assez méfiants pour envoyer un espion à ses trousses. Vous n'y êtes pas du tout. Je suis inspecteur de police. À la vôtre, cher Passepartout. Ouais, un petit verre seulement, monsieur Tox. Ah bah ça, j'aurais jamais pensé. Ça ne m'étonne pas, mon garçon, car je procède avec beaucoup d'adresse. Il y a un mois, votre maître a volé 55 000 livres à la Banque d'Angleterre. À la vôtre. Un petit verre seulement, monsieur Frox. Ah, ça, c'est impossible. Mais si, c'est possible, espèce de petit niais. Et vous allez m'aider à le retenir ici, à Hong Kong, jusqu'à ce que j'ai le mandat d'arrêt en poche. En échange de quoi, je suis disposé à partager la récompense promise avec vous. À la vôtre. Un petit verre seulement, monsieur Mox. Et même si c'était vrai, le trahir dans mon pays, ça se fait pas. Je vais lui dire tout de suite. Il dira rien, imbécile. Le Carnatic partira sans vous. Peter, devoir payer en... Contrôle d'hygiène de Sa Majesté la Reine. Vous ne l'avez pas, les verres à l'eau courante. Oh, monsieur, n'étiez-vous pas, vous aussi, à bord du Rangoon avec lequel je suis arrivé hier soir? Mon cher Lesseps, vous ici, quelle coïncidence. Vous devez faire erreur. Ah, pardon, excusez-moi, je vous prie. Alors, le général Parker, sans doute, qui a vaincu la Chine dans la guerre de l'opium, hein? Pas plus? Mr. Phileas Fogg. Oui, vous désirez? J'ai lu dans le livre Le tour du monde en 80 jours que mon bateau, la Tankadère, est destiné avec l'aide de Dieu et pour une prime de 200 livres à tenter de vous mener à Shanghai
où le paquebot américain, le Général Trent, apparaît pour Yokohama d'ici 100 heures. Eh bien, s'il en est ainsi, tout se déroule selon le programme. Je suis très embarrassé, mais nous n'y arriverons pas, messieurs. Ah, mais... Pardon. Ce n'est pas nous qui avons eu cette idée, Bunsby. Bon, alors... Bon, vous avez bien le canon et le pavillon de détresse à bord. Tout ce que prescrit le livre, votre honneur. Eh bien, en ce qui nous concerne, tout est en ordre. Ah, vous alliez sûrement émettre le vœu de voyager avec nous. Ben, j'allais justement... Et vous étiez sur le point de me supplier de tout entreprendre pour notre passe-partout qui a disparu. Ah, mais j'allais justement... Oui, mais je lui ai laissé mon adresse à Londres. Eh, bon. Ah. Allez, chargez-vous de mes bagages, vaillant Bunsby. Ah, je compte sur vous pour faire du bon travail, Bunsby. Hein? Mes gens connaissent parfaitement les eaux par ici. Et moi, ouvrez les guillemets, un homme de 45 ans environ, vigoureux, le regard vif, la figure énergique, fermez les guillemets. Je suis bien à mon affaire. Voilà qui sonne fier, cher capitaine. Ah, je regrette de ne pas vous offrir un navire plus spacieux, Monsieur Fox. Hein? Je supporte plus mal la mer de Chine que le coffre du Bengale. Bon, je pense qu'il est inutile de vous demander de prendre la plus vive allure possible, capitaine. Hein? Nous avons hissé toutes les voiles que le vent nous permet de hisser, votre honneur. Ah, dans mon béton, ça veut dire quoi ça? C'est pas possible. Monsieur Bunsby, pourquoi examinez-vous si longuement le ciel menaçant de notre deuxième nuit de voyage en murmurant des choses inintelligibles entre vos dents? Par Neptune, peut-on tout dire à votre honneur? Oui, tout, sauf du mal de mes amis. Eh bien, soit. Nous devons compter avec un typhon. Oh, soufflera-t-il du nord ou du sud? Du sud. Eh bien, dans ce cas, tout est parfait, puisqu'il va nous chasser dans la direction souhaitée. Si vous voyez les choses sous cet angle, je n'ai plus rien à dire. Ah! Bonté du ciel! Nous allons partir en morceaux! En une autre saison, cher monsieur, selon les observations du météorologue anglais Isaac Klopstein, le typhon passerait sur nous comme une mer déchaînée de flammes électriques. Mais, en hiver, au solstice, il déchaîne la tempête avec toute sa violence. Oh, c'est donc cela un typhon? Oh, quel monstre magnifique! Oh, croyez-vous, messieurs, que je n'ai jamais encore vu un typhon? Votre honneur, nous sommes les joies du vent, dont la vitesse, comparée à la triple vitesse d'une locomotive lancée à toute vapeur, resterait loin en dessous de la vérité. Nous devrions chercher abri dans un port. Oui, c'est ce que je pense, moi aussi. Ah, et lequel? Ah, mais je n'en connais qu'un. Shanghai. Oui, en effet, votre honneur a raison, à Shanghai. Ah, comme nous ne survivrons pas, probablement pas, à cette troisième nuit, je voudrais vous avouer quelque chose, monsieur. Mon vrai nom est Fix. Je vous poursuis pour le hold-up de la Banque d'Angleterre. Dieu nous punit, et moi avec vous. Sans doute pour dépassement de frais de mission. Comment? J'ai rien entendu. Si vous voulez un conseil, mettez-vous du coton dans les oreilles, car une tempête véritable est quelque chose de très inesthétique. Par Neptune, ma toute petite dame, tâchez de le convaincre de gagner un port. Cette fois-ci, adieu pour toujours. Et j'ai le cœur si plein d'automne et de veuvage et de feuilles tombant au premier vent d'hiver. Je commence à comprendre ce qui vous chasse autour de la terre, monsieur. Ah! Le typhon a changé de direction. Il freine notre marche, de sorte que je l'apprécie positivement désormais. Combien reste-t-il des 800 Combien reste-t-il des 800 000 jusqu'à Shanghai, Bunsby? 3, monsieur. Oh, et quelle est cette fusée couronnée d'un champignon de fumée noire qui quitte le port à l'instant? Enfer et damnation, le paquebot. Oh, l'exactitude fait la gloire de l'homme.
Le général Grant a quitté le port à l'heure dite. Peut-être est-ce un signe du destin pour que je reste ici, John. Oh, je tricoterai des filets pour vous. Pour l'amour de Dieu, j'aime mieux renoncer à la récompense. Bon, le canon, paré? Oui, monsieur. Bon, et le pavillon de détresse, en haut du mât? Oui, monsieur. Alors, feu! Bon, je fais quoi, moi, maintenant? Alors ça, je ne sais pas. Ah oui, merci. L'on est la troupe d'acrobates japonais de William Baturkar. C'est moi. Vous offre sa dernière représentation avant son départ pour les États-Unis et d'Amérique. Et alors, ça vous dit rien, mon garçon? Oh, les gâteaux! Eh oui, mais je comprends pas le japonais. Licence poétique, le spectateur ne s'en apercevra pas. Bon, alors, c'est aux États-Unis où je dois me rendre, puisque c'est là où va mon maître. Merci. Et à mes activités antérieures au cirque, dont vous avez eu l'heureuse idée de m'attribuer, vont m'y aider. Voyez, j'avais prévu cette situation, hein. Je pense à tout. Allez en place. Oui. Oh, mon maître! Mon bon maître! Lui, quel ange prémonitoire vous faites! Vous, mon intuition ne m'avait pas trompé. Moi! Ils m'ont enivré à l'opium. Ah! Eh bien, que cela ne se reproduise pas, hein. Eh bien, allez, au navire. Mon numéro! Moi, je suis ruiné. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous nous maintenons toujours à flot, car à Yokohama, nous avons réussi finalement à embarquer sur le Général Grant. Attention. Et à l'aide de ses puissants moteurs et de ses larges voiles, il nous faudra tout au plus 21 jours pour la traversée du Pacifique. La présence à bord du fidèle Passepartout contribue à la bonne humeur générale. Ne trouvez-vous pas que c'était une sacrée coïncidence? Mais hommage aux coïncidences, elles sont les épices de toute intrigue. D'ailleurs, vous nous avez rejoint à temps, car le pont grouille déjà de ces étranges créatures qu'on nomme des Américains. De quoi toi que tu lui tapes pas sur ce chapeau à ce gamin, Jack? Tracker, je lui tape sur le chapeau, Jane. Oh, pardon? Ducan, Chief, c'est un pari. J'ai gagné, Jane. Monsieur, aujourd'hui, le 23 novembre, ma montre concorde parfaitement avec l'horloge de bord, bien que je ne l'ai ni retardée ni avancée. Mais cela signifie simplement, Passepartout, que aujourd'hui, le général Grant a passé le méridien sur lequel on vit dans l'hémisphère sud, à contre-pied, on dit aussi aux antipodes des Londoniens. Voilà. Bon, je savais bien que le soleil finirait tôt ou tard par s'accorder à ma montre, monsieur. Oui, mais s'il était muni de 24 divisions, comme c'est le cas sur certains campanils italiens, vous auriez moins de raisons d'exulter, car les aiguilles indiqueraient 9h du matin sur celle du bord, mais 9h du soir sur celle de Londres. Eh oui. Ce qui a également son importance pour la surprise finale. Oh, de quoi toi que le type du dessous tient le coup, Jack? Tracker, le long les flancs qu'une raclée, Jane. Je n'étais pas un gangster, arrêtez-moi donc! Oh, mais du calme, Chief, c'est qu'un pari! Oh, bah t'as gagné, Jack! Oh! Monsieur Passepartout! Vous êtes essoufflé pour rien, je ne mettrai plus le moindre obstacle au voyage de Monsieur Fogg! Ah, vous croyez enfin que c'est un amonette? Non, au contraire. J'ai le mandat d'arrêt, mais il n'est pas valable en dehors des territoires sous souveraineté britannique. Il semble que cette canaille ait l'intention de retourner dans son pays, persuadé que la police a perdu sa trace. Dorénavant, je l'aiderai, avec le même zèle que j'ai mis jusqu'à présent, à essayer d'entraver sa course. Ce qui fait que vos intérêts et les miens trop verts. Tenez-vous-le pour dit, Monsieur Fox. Au moindre signe de trahison, je vous tords le cou. Depuis combien de temps sillonnons-nous
déjà les mers, capitaine? Nous sommes le 3 décembre, madame. Ah, mais alors ne devrions-nous pas déjà avoir jeté l'ancre à San Francisco? Bon, je fais ce que je peux. C'est moi la bonne à tout faire ici. Allez, si vous voulez vous donner la paille, madame. Allez, prenez mon bras cher Aouda et à nous le nouveau monde. Allez. Voilà, monsieur, la passerelle est vermoulue. Ah oui, bah vous avez raison, passez devant, allez. As-tu déjà aimé une femme, Jean? Oui, ma mère, madame. Oh, quel décadent, vous autres Français! Ah, monsieur le consul, en tant que citoyen de Sa Majesté la Reine, je vous prie de m'établir un visa, s'il vous plaît. Bonjour, sujet. En tant que consul de Sa Majesté la Reine à San Francisco! Ville monumentale américaine de 200 000 habitants et église en gothique anglo-saxon. Je suis ravi de satisfaire votre souhait. Comme un film! Mandy boy! Mandy boy! De contraction comme un film! Toi contre son Mandy boy! Wrestler! Bande d'escrocs! Oh! Ne sommes-nous pas des témoins de l'insurrection? J'ai lu quelque part que les Américains réclament l'indépendance à la couronne britannique. Bah, ils l'ont arraché il y a 100 ans à peine, monsieur Fox. Ah, je crois qu'il me va falloir résilier l'abonnement de mon journal. Et quelle était la canaille qui a dépouillé notre reine de sa colonie la plus grasse? George Washington, un Anglais. Hello, boy! Colonel Stan W. Proctor. J'ai une certaine pratique dans le traitement politico-libéral. Ah, oui, mais votre dispute ne nous concerne pas, monsieur. Ah, anglais! Oh, Yankee. Monarchiste! Oh, anarchiste. Bon, eh bien, voici ma carte. Dès que j'aurai fini mon tour du monde, je reviendrai me battre avec vous. Nous te renverrons à ta reine sous forme de viande en conserve, bulldog. Ah, je suis heureux que vous ayez tenu parole, monsieur Fox, car un homme n'a qu'une parole. Monsieur, étant donné que nous sommes à nouveau dans une contrée civilisée, il serait peut-être indiqué d'acheter quelques douzaines de carabines et revolvers marque Colt. Ouais, faites ce qui vous semble bon, mon garçon. Hein. Les trains de l'Union Pacific Company qui relient San Francisco à Omaha, 5 lignes de chemin de fer, entretiennent un trafic à animer avec New York, boys. Partiront dans 30 secondes. Dites-moi, mon ami, y avait-il pas quelques troubles à San Francisco aujourd'hui? Oh, donc je sache, boys, il n'y avait qu'un meeting électoral. Ah, pour l'élection du commandant en chef de l'armée, semble-t-il. Vous n'êtes pas du tout Greenhorn, nous élisons un juge de paix. Oh. Monsieur, c'est long jusqu'à la ville de New York? Bah, autrefois, il fallait 6 mois. Mais grâce à l'esprit d'entreprise américain qui ne s'est pas encore enlisé dans la bureaucratie, 7 jours suffisent à présent, juste assez, pour attraper le vapeur China pour Liverpool. Nous prenons le train pour Londres le 21 décembre. Pour mes projets, il suffira d'atteindre Liverpool. Mais à présent, nous n'avançons plus du tout, messieurs. Il y a un bison sur la voie, madame. Un joli pays où n'importe quelle vache peut arrêter le train. Il y en a plus de 20 000. Par bonheur, il ne faudra pas plus de 3 petites heures pour que le dernier disparaisse à l'horizon et dégage. À vos regards s'étonner la vue saisissante du mont Humboldt, derrière lequel se trouve l'État d'Utah, l'intéressant siège des Mormons. À quoi ressemble un tel Mormons, monsieur? Un mormon. Tiens, un peu celui-là, si vous voulez. Sacré tonnerre de Brest, n'y aurait-il pas une vague au restaurant dans ce café? Juste au ciel, madame. Le colonel Stamp W. Proctor dans notre train. Si notre maître l'aperçoit, il va vouloir se battre. Ah, monsieur! J'ai réussi à acheter un jeu de cartes. Oh, ne voulez-vous pas jouer à votre jeu favori? Oh, mais vous savez jouer au whist, madame? Oh, votre patrie n'a pas seulement comblé l'Inde de généraux, mais aussi de culture. Hey, ouais, je jouerai carreau. Je t'ai perdu! Oh, voulez-vous admirer le lever du soleil avec moi? Ah, vous! Et vous voulez jouer pire? Moi,
Moi! Et c'est ce que je vais faire. Mais je serai pour le carreau, Tommy. Eh bien, moi, en aucun cas, Yankee. Alors vous allez perdre comme l'Angleterre à ses colonies. Oui, mais moi, je ne trahis pas comme l'Amérique son roi. Ah, la prochaine halte est à Plum Creek. Le train s'y arrête 10 minutes. Bien assez longtemps pour échanger confortablement quelques coups de revolver. Hey, well, boys, le train ne s'arrêtera pas. Nous avons déjà du retard. Mais nous devons nous battre. Et qui vous empêche de vous battre dans le train en marche? Êtes-vous prêts, monsieur? God save the colonies. Coca-Cola forever! Au banc je veux appartenir. Oh, regardez, qu'est-ce que vous avez là? Ah! Vos blagues sont stupides, monsieur! Vous me méprenez, colonel? Le train est attaqué par les Sioux! Oh mon Dieu, Si vous le permettez, monsieur, j'aimerais une fois de plus prouver l'agilité de clown dont l'auteur m'a doté, en nous faufilant sous les wagons jusqu'à la locomotive pour la détacher. Faites ce qui vous semble bon, mon garçon. Mais prenez votre écharpe, parce qu'au prochain tableau, il va neiger, hein. Tiens ici! Monsieur Passepartout a réussi, les wagons coupés de la force motrice s'immobilisent juste devant le phare fermé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il l'enlève! Oh, vous êtes libre, madame. Mais pourquoi avez-vous fait cela? C'était un sauvage, madame. Un sauvage, mais si mignon. Hello, garçon! Comment va? Je suis le capitaine du fort Kearney et voici mes 200 soldats. Oui, mais alors, où est donc passé mon fidèle serviteur Passepartout? Les Indiens l'ont attaché une selle et enlevé. Oh, je suppose que vous allez vous lancer à la poursuite des Sioux, capitaine. En aucun cas, car ils vont fuir jusqu'au-delà de l'Arkansas, alors que je dois protéger le fort. Ah, et moi qui pensais que le fort devait protéger les voyageurs. Hein. Ça ne rapporte plus rien, étranger. Maintenant, nous sommes là pour encaisser la prime d'abattage d'Indiens. $8 pièce, boys. Aussi loin que je me souvienne, les peaux rouges étaient toujours compris dans le prix du billet. Le gouvernement fédéral a jugé sans aucun intérêt économique le fait que la Central Pacific offre des distractions au prix du budget gouvernemental. Colonel, voici les quittances. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à l'arracher moi-même aux griffes de la mort. Vous allez poursuivre les Indiens? C'est signer votre perte. Car si vous n'attrapez pas le vapeur China, vous perdrez toute votre fortune. Ah, mais je ne laisserai pas périr le malheureux auquel tous ici doivent la vie. Je répète que pas un seul soldat américain ne lèvera le petit doigt pour votre entreprise de partisans. Eh bien, j'aurais fait l'économie de 1000 livres, capitaine. Arrêtez! Votre courage a ému mon cœur de soldat américain. Je mets immédiatement 20 volontaires à votre disposition. Je vois que vous voulez vous joindre à nous, Monsieur Fox. Mais l'un d'entre nous doit rester auprès de Madame Aouda. Il ne vous a pas échappé qu'une pâleur a inondé mon visage. Toujours est-il que je ne puis vous dévoiler, hélas, quel combat je livre entre le devoir professionnel qui exige que je vous suive et votre généreuse requête. Toujours est-il que je baisse les yeux devant votre franc regard et que je reste. Eh bien, en avant! Oh! La tempête de neige redouble de puissance. Les Je crois que nous nous connaissons depuis assez longtemps. Mon vrai nom est Fix, détective de Sa Majesté la Reine. Et je vous somme de me répondre. Ben, dans ce cas, détective, oui, je suis Phileas Fogg. Au nom de la Reine, je vous arrête. Oh mon Phileas! Canaille! Enfermez-le provisoirement dans le poste de garde de la Gone de Liverpool. Avec la femme en pleurs, inspecteur? Non. Seul
un juge peut ordonner l'aggravation des conditions de détention. Dis donc, mec, il t'en foutait de ces chouettes asticotes, hein? Alors ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Bah quoi, Jasmine le vrai que... Ah, très intéressant, monsieur. Monsieur Strand, James Strand. J'ai dérobé 55 briques à la Banque d'Angleterre. Pardonnez-moi de ne pas être au courant, mais j'ai séjourné quelque temps hors du monde civilisé. Ouais, mais là où je me marre, c'est qu'ils ont cru que c'était vous. Et je me suis laissé coffrer qu'avant-hier. Alors, j'imagine sans mal le double revirement d'opinion dans le Royaume-Uni. Ce que je pige pas, c'est pourquoi vous êtes là au trou avec moi. Non. Une erreur dont ils ne se rendront compte que lorsqu'il sera trop tard pour que j'atteigne Londres. Et il en est ainsi depuis le début de ce voyage. Voilà, maintenant, permettez, citation, que je pose soigneusement ma montre sur la table et que j'en regarde les aiguilles marcher. Et quoi de mettre dans le monde? Monsieur, vous êtes libre, monsieur. Monsieur, excusez-moi si je bégaye, mais c'est le livre qui le veut. Une ressemblance déplorable. Le voleur, sous les verrous, depuis 3 jours. Bon, il n'y a rien à faire, inspecteur. Permettez, voilà. Pardon. Alors maintenant, permettez que je fasse, citation, le geste le plus rapide de ma vie et que je vous frappe avec la précision d'un automate de mes 2 poings à la fois. Fin de citation. Bien envoyé. J'ai reçu ce que je méritais. Je vois, messieurs, que mon rôle est terminé dans cette histoire. Je vais donc me permettre de prendre la tangente. Allez, God save the Queen! Bon, alors là, je dois avouer qu'il se passe ici de plus en plus de scènes qui n'ont jamais été écrites. Mais rassurez-vous, par bonheur, le livre est assez connu. Mais il ne se laisse que difficilement adapter, comme vous pourrez le constater vous-même à Pornic en 2019. Bon, et maintenant, direction Londres. Gare de Charing Cross avec ce train spécial de location. Oh, quelle ville excitante, mon Phileas. Je sens que je serai très heureuse ici. À vos espoirs, chère Aouda, sont balayés tel un château de cartes par les aiguilles de l'horloge de la gare, qui indique 9h moins 10. Après un voyage tout autour de notre terre, j'arrive à Londres avec 5 minutes de retard. Et j'ai perdu mon pari. Je suis ruiné, tant au plan moral que matériel. Monsieur Fogg! J'attends ici depuis 3 mois pour vous rendre les 20 guinées que vous avez été si bon pour me prêter ici dans cette gare, alors que je n'étais qu'une pauvre mendiante portant un enfant sur ses bras. Puis cet argent qui a posé la première pierre de mon bonheur, vous rendre les mêmes services. Tu vois, mon chéri, un shilling par-ci, un shilling par-là, ça s'amasse petit à petit. Avec tes livres en plus, c'est à nouveau un solide début qui t'assure le respect de parents et amis. Mais je n'ai ni parents, ni amis, ni livres. Je comprends ta méfiance, mon cher, mais je t'offre généreusement ma main. Veux-tu à la fois d'une parente et d'une amie? Mon ami, la fermeté et la douceur de votre regard m'ont tout d'abord étonné, puis bouleversé. Non, permettez que je ferme les yeux un instant, comme pour les empêcher de s'enfoncer en vous plus avant. Et quand je les rouvrirai, je vous dirai, je vous aime. Ah oui, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous appartiens tout entier. Enfin au but. Voilà. Sur quoi je vous prierai de m'accompagner jusqu'à la villa de Savile Row où le gaz brûle déjà depuis 80 jours à mon compte. Oui, éteignez-le, mon garçon. Et laissez-moi veiller la nuit entière. Il ne reste plus rien d'autre à faire à un homme qui a affronté 1000 dangers avec une poigne de fer et qui
finit par trébucher sur le seuil de sa maison. Bonjour, mon chéri. Tu as veillé toute la nuit, mais la vie continue. Demain, c'est lundi et nous ne devons pas repousser un jour de plus ce mariage. Oh, mon cher Passepartout, Passepartout. Oui. Vous laissez échapper. Monsieur, mariage impossible. Ah oui, alors là, maintenant, je suis totalement anéanti. Mais non, monsieur, mariage impossible parce que demain, c'est dimanche. Non, lundi. Non, monsieur, aujourd'hui, ce n'est que samedi. Le délai fixé pour votre pari n'expire qu'aujourd'hui, dans 7 minutes. Allez, vite, une calèche. Mais attendez, il n'y a qu'une explication à cela, fort plausible au demeurant. Lors de mon voyage vers l'Est, j'ai économisé autant de fois 4 minutes que nous avons passé de degrés de longitude, ce qui fait 360 fois 4, 240, mais ce qui fait précisément un jour. Pendant que nous voyions 80 fois le soleil se lever, nos amis du Reform Club ne le voyaient se lever que 79 fois. Allez, vous m'expliquerez tout ça plus tard. Allez, vite. Oui, il faudrait quand même vous intéresser à ce genre de choses. Allez, plus vite, cocher. Impossible d'aller plus vite, monsieur. Et d'ailleurs, nous avons déjà renversé 3 voitures, écrasé Sancha et maintenant... je crois que c'est un policier qui est passé. La vitesse d'une calèche, contrairement à celle d'un navire à vapeur, est réglementée, mon garçon. Car il n'y en a plus d'une centaine à Londres, eh oui. Oh, monsieur, nous sommes poursuivis par un flic de la police. Allez, vite. Monsieur, étant donné que nous sommes à présent samedi 21 décembre, 20h42, je crois que dans 3 minutes exactement, le terme dont nous avons convenu avec Monsieur Phileas Fogg expirera. Passez! Plus que 2 minutes, monsieur. Il n'est pas exclu que notre cher ami, tel le dieu de l'exactitude, surgisse à la dernière seconde. Coupez! Encore 1 minute et le chèque de Frère Baring est à nous. À qui de jouer? Comment va Madame Ralph, cher Ralph? Bien, me semble-t-il. Avant-hier, elle m'a mis au monde un héritier. Oh, un enfant ou une fille, cher Ralph? Je ne connais pas les détails, puisqu'elle vit au couvent depuis 2 ans déjà. Savez-vous, cher Fogg, que vous auriez pu écourter votre voyage de 2 jours? Ah oui, certes, si je n'étais pas passé par l'Inde. Mais si je n'étais pas passé par l'Inde, je n'aurais pas rencontré la créature bien aimée avec laquelle j'ai l'intention d'unir mon destin. Permettez-moi de passer outre aux sévères règlements du club et de vous la présenter. Lord Aldermale! Non, c'est pas du tout lui. C'est derrière, vous voyez, la jeune fille. Ah, monsieur, je dois vous faire un aveu. J'ai voué à votre mère un amour platonique. Par conséquent, vous êtes mon petit-fils. Allez, dans mes bras, fiston. Le titre, vous ne l'aurez pas, mais la paralysie vous est assurée. Dans ce cas, cher bon papa, je vais vous demander de bien vouloir donner votre bénédiction à mon union avec cette belle veuve. Oui, grâce à l'offre réservée de son cœur qu'elle m'a faite, j'ai envoyé mon serviteur chez le révérend Wilson et j'ai ainsi pu constater que je n'étais pas arrivé demain, comme je l'ai cru par erreur toute la journée d'aujourd'hui, mais déjà hier. Monsieur, vous avez trompé une femme honorable en me cachant que vous deviez gagner 20 000 livres en vertu d'un pari. Tenez votre promesse. Bon, allez, Lord bon papa, bénissez mon union avec cet infatigable hindou. Je vous bénis, mon enfant. L'Angleterre est éternelle par ses colonies. Run, Britannia, Britannia all the way. Britain, never, never, never shall be slain. Monsieur, on vient de me dire que vous auriez pu faire le tour du monde en 78 jours si vous n'aviez pas pris la route de l'Inde. Mais alors, il n'aurait pas rencontré
sa créature bien-aimée. Non mais vous avez raison, c'était un détour. Et je pense que nous devrions rien du tout, mon de passer Phileas. par le nord, par le par la Russie. Maintenant, on fait des économies. Oh, tout prochainement, l'automobile doit être inventée. Monsieur, j'aimerais vous faire part de mon admiration et de mes meilleurs vœux. Un tour du monde, c'est quelque chose qu'un simple détective ne mènerait jamais à bien. Hé, hop, attention. Et... clac. Ne soyez pas triste, monsieur Verne. Vous avez chanté votre époque et tracé le portrait d'homme d'action. On lira encore vos livres quand le tour du monde ne durera plus que 80 minutes. Ah, j'en suis pas si sûr. Ah, ce soir, j'ai eu bien souvent l'impression qu'on se moquait de moi. Ah, ce n'était pas de l'ironie. Seulement l'éternel sourire de la jeunesse. Et ceux qui feront le tour du monde en 80 secondes souriront à leur tour de cette jeunesse et d'autres encore de celle-ci. Et dans ce sourire, il y aura toujours de l'émotion et de l'admiration. Comme j'aimerais vous croire. Écoutez, je n'ai rien d'autre à vous offrir en souvenir que ce petit livre. Conservez-le bien. Thomas Cook Et fils. Thomas Cook et fils, le premier indicateur mondial. Je ne peux vous remercier autrement qu'avec ce livre, réédité cette année. Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours. C'est un de mes livres préférés depuis mon enfance. Excusez-moi, mais comment vous appelez-vous? Cela ne vous dirait rien, monsieur Verne. Yuri Neil Gagarin Armstrong. Il accomplira le grand tour de France en ramelant.